La pluie tombait en minces fils gris sur le quartier financier ce matin-là, à la fin de l'automne. Une pluie qui traversait les manteaux de laine sans jamais sembler se presser. Une pluie qui faisait briller les trottoirs comme du verre mouillé sous les réverbères encore allumés face au ciel sombre. À l'intérieur du hall de marbre de la Sterling National Bank, la chaleur, la lumière et le murmure discret d'une certitude coûteuse remplissaient chaque recoin. Des lustres projetaient une douce lumière dorée sur les sols polis, tandis que l'odeur du café frais s'échappait d'un salon privé réservé aux clients qui n'avaient jamais besoin de faire la queue. Un homme vêtu d'une veste en toile délavée se tenait silencieusement près de la fin de cette file. Il serrait contre lui un dossier de documents avec la patience de quelqu'un qui avait appris, il y a longtemps, que la dignité ne dépendait pas de la vitesse à laquelle une pièce se mettait en mouvement pour vous. Il lui manquait 7,43 $ pour régler des frais bancaires ordinaires. Une somme si petite qu'elle méritait à peine d'être appelée un chiffre, et pourtant, dans l'heure qui suivrait, ce nombre unique déclencherait une crise que personne dans cet immeuble n'aurait pu imaginer. Devant une salle pleine d'inconnus, la directrice générale de la banque le regarderait, déciderait instantanément de ce qu'il valait, puis ordonnerait à la sécurité de l'escorter dehors. Personne dans ce hall ne savait que l'homme silencieux à la vieille veste sourirait, hocherait une seule fois la tête et partirait simplement, emportant avec lui un secret qu'aucun d'entre eux ne pouvait commencer à deviner. 2 heures plus tard, toute la banque serait plongée dans un état d'urgence, parce que l'homme qu'il venait de déclarer financièrement inapte contrôlait une fortune de 417 millions de dollars, et qu'il était déjà en train de décider si la Sterling National Bank méritait de conserver un seul centime de cet argent. Nolan Ashford avait 41 ans, et rien chez lui, absolument rien, ne suggérait une richesse quelconque. Il portait une montre qui avait cessé de donner l'heure exacte depuis des années, mais qu'il refusait de remplacer parce qu'elle avait appartenu au père de sa défunte épouse et que certaines choses comptaient davantage que la précision. Son camion était plus vieux que certains stagiaires travaillant dans la tour de verre du centre-ville. Sa peinture avait pâli jusqu'à prendre la couleur d'un café trop clair. Son moteur toussait chaque matin en se réveillant, comme un vieil homme qui se racle la gorge avant de parler. Il se déplaçait à pied chaque fois qu'il le pouvait, non parce qu'il n'avait pas le choix, mais parce que marcher lui donnait le temps de réfléchir. Et réfléchir était le seul luxe auquel il n'avait jamais appris à renoncer, quelle que soit la quantité d'argent qui passait discrètement entre ses mains chaque année. Des années auparavant, après la mort de sa femme, il avait perdu presque tout ce qu'il possédait, englouti par le chagrin, des dettes mal gérées et des décisions prises dans le brouillard causé par la perte de la seule personne qui avait donné un sens à sa vie. Dans le long et silencieux après-coup de cette perte, il avait construit quelque chose de nouveau, lentement, patiemment, sans jamais révéler à une seule âme jusqu'où il était réellement allé. Car parler invitait l'attention, et l'attention, avait-il appris, était rarement bienveillante envers un homme qui se reconstruisait à partir de rien. Il gardait volontairement sa vie modeste, délibérément, comme un autre homme aurait caché une clé de secours sous une pierre. Les petites maisons n'attiraient pas l'attention. Les vieux camions ne suscitaient pas les questions d'inconnus aux stations-service, se demandant comment un homme pouvait se payer une telle chose. Un homme qui semblait ne rien avoir était un homme que les gens cessaient d'observer, de mesurer et d'essayer de dépouiller de quelque chose. Et c'était exactement le genre de liberté que Nolan avait appris à chérir plus que presque tout ce qu'il possédait. Au fil des années, il avait vu ce que la richesse faisait aux gens qui l'affichaient bruyamment. Elle changeait la façon dont leurs amis leur parlaient, les questions que les inconnus leur posaient, et elle remplaçait peu à peu chaque relation honnête par une transaction portant un visage amical. Il ne voulait rien de cela. Il voulait entrer dans un dîner, commander un café et être traité exactement comme l'homme assis dans la banquette voisine. Et, la plupart du temps, il y parvenait. Ce matin-là, son motif de visite à la banque était presque embarrassant de banalité. Il devait confirmer un ensemble de documents liés à un ancien compte et régler de modestes frais de traitement. Le genre de tâche que la plupart des hommes dans sa situation délégueraient à un assistant sans y réfléchir, s'il se souvenait même qu'une telle assistance existait. Nolan avait des assistants, beaucoup d'assistants, répartis dans des bureaux de 3 villes différentes, chargés de détails auxquels il n'avait jamais besoin de penser. Il préférait simplement, les matins comme celui-ci, s'occuper lui-même des petites choses. Il croyait, calmement mais fermement, que la manière dont une entreprise traitait une personne ordinaire qui franchissait ses portes en disait plus sur elle que n'importe quel rapport annuel brillant ou déclaration de mission impeccablement rédigée. Ainsi, ce matin-là, il attendait dans la file comme tout le monde, ses papiers sous le bras, la pluie encore accrochée aux épaules de sa veste en taches sombres qui s'étendait peu à peu, attendant son tour sans prononcer la moindre plainte. Il observait la pièce comme il avait toujours observé les pièces, silencieusement, attentivement, enregistrant tout. Lorsqu'il arriva enfin au guichet, la caissière, une jeune femme nommée Danielle Reyes, vérifia les chiffres 2 fois avant de relever les yeux avec une grimace désolée qui lui donnait l'air plus jeune qu'elle ne l'était probablement. « Il vous manque 7,43 $, dit-elle. Sa voix était prudente, presque douce,
comme si le chiffre lui-même risquait d'offenser un homme habillé comme lui. Nolan ouvrit son portefeuille en cuir usé et n'y trouva qu'une poignée de pièces qui s'entrechoquaient doucement au fond, loin d'être suffisantes pour couvrir la différence. Pendant un instant, il regarda simplement les pièces comme si elles avaient appartenu à une version plus petite de lui-même, une version qu'il n'avait pas revue depuis des années. Il ne rougit pas de honte. Il n'éleva pas la voix, ne sortit pas son téléphone pour transférer des fonds depuis un compte qui aurait pu acheter l'immeuble entier 2 fois. Il demanda seulement, avec le même calme qu'il aurait employé pour demander quel temps il faisait dehors, s'il pouvait revenir dans l'heure afin de terminer correctement l'opération. Daniel hésita, jeta un coup d'œil au-dessus de son épaule vers le centre du hall, et ce regard unique, discret et presque involontaire, suffit à appeler des ennuis que ni elle ni lui n'avaient demandés. Vivian Sterling faisait sa tournée ce matin-là, traversant son agence phare comme un général inspecte un champ de bataille, notant chaque minuscule imperfection comme s'il s'agissait d'une insulte personnelle dirigée contre elle. Elle avait 39 ans, brillante de cette manière qui faisait taire les conseils d'administration lorsqu'elle finissait par parler, et elle était absolument, entièrement convaincue que le système qu'elle avait construit pour évaluer les clients n'était pas seulement efficace, mais juste une forme de protection pour l'institution au sommet de laquelle elle avait gravi les échelons. Pendant 15 ans. Dans son esprit, les apparences trompaient rarement. Une montre racontait une histoire. Un manteau racontait une histoire. Un camion au ralenti dehors racontait tout ce qu'il fallait savoir sur la personne franchissant la porte, et elle faisait confiance à cette intuition comme d'autres font confiance à la gravité, sans question, sans hésitation. Lorsqu'elle remarqua la petite agitation qui se formait au guichet, elle ne ralentit pas pour y réfléchir. Elle marcha vers Nolan comme un faucon dérive vers quelque chose de petit et de lent sur un terrain découvert, et le regard qu'elle lui lança avant même d'avoir prononcé un mot était déjà un verdict entièrement rendu. Vivian lui posa une poignée de questions, chacune plus sèche et plus tranchante que la précédente, avec le ton vif et efficace qu'elle employait lorsqu'elle croyait déjà connaître la réponse. Avait-il une carte de crédit émise par la banque? Non. Détenait-il un compte premium bénéficiant d'un quelconque statut? Non. Y avait-il quelqu'un, un directeur, un conseiller, n'importe qui pouvait garantir sa fiabilité financière? Non, du moins personne qu'il souhaitait nommer à haute voix à cet instant précis. Debout dans le hall bondé, tandis que des inconnus écoutaient, elle étudia sa veste, assouplie et usée au coude, ses bottes éraflées, la légère tache d'encre au bord de sa manche, puis tira sa conclusion comme elle tirait la plupart de ses conclusions dans sa vie professionnelle. Vite, nettement et sans le moindre frémissement de doute. La Sterling National Bank, annonça-t-elle d'une voix assez forte pour porter, sert des clients capables de démontrer une véritable assise financière. Ces mots tombèrent dans le hall comme une pierre dans une eau immobile, leurs ondes se répandant dans toutes les directions et réduisant au silence le murmure des conversations, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le léger crépitement de la pluie contre les grandes fenêtres. 2 agents de sécurité commencèrent à se diriger vers le guichet avant même qu'elle ait fini de parler, leur réflexe entraîné répondant à l'autorité de sa voix plutôt qu'à quoi que ce soit que Nolan ait réellement fait de mal. Il ne protesta pas, il ne leva pas les mains, ne réclama pas de voir la personne responsable, parce que la personne responsable se tenait déjà juste devant lui, assez près pour qu'il voie le léger raidissement au coin de sa mâchoire. Il rassembla simplement son dossier de documents, regarda Vivian avec une expression qui ne contenait aucune colère, seulement un calme étrange et illisible qui la troubla bien plus que l'indignation ne l'aurait fait, et prononça 2 mots à voix basse, « Merci ». Puis il se retourna et sortit par les mêmes portes vitrées qu'il avait franchies moins de 15 minutes auparavant, disparaissant dans la pluie grise sans jamais regarder derrière lui. Daniel resta figé derrière le guichet bien après que les portes se furent refermées. Son estomac se tordait sous une culpabilité qu'elle ne parvenait pas à formuler, cette inquiétude silencieuse qui s'installe dans la poitrine et refuse de partir. Quelque chose dans la façon dont cet homme avait dit merci, l'absence complète totale d'amertume dans sa voix, l'avait bouleversé bien plus que la colère ne l'aurait fait. Elle le regarda à travers la vitre striée de pluie tandis qu'il traversait la rue vers son vieux camion, sans hâte, presque serein, ses pas réguliers sur le trottoir mouillé. Et quelque chose, au fond de sa poitrine, lui disait que ce n'était pas la fin de quoi que ce soit. Ce n'était que le début de quelque chose de bien plus vaste. Quelque chose que personne, à l'intérieur de ce hall, ne pouvait encore voir venir. Dehors, sous l'aube affaissée d'un petit café de l'autre côté de la rue, Nolan Ashford s'arrêta complètement. Il glissa la main dans la poche de son manteau, en sortit un téléphone aussi banal que tout le reste chez lui, égratigné à un coin, et passa exactement un appel. La pluie continuait de tomber tandis qu'il restait sous l'auvent, observant les portes vitrées de la banque à travers le rideau gris de l'eau, regardant les gens à l'intérieur poursuivre leur confortable matinée sans avoir la moindre idée qu'il venait de se produire quelque chose d'inhabituel derrière eux. Il ne ressentait pas de colère. Il éprouvait quelque chose de plus proche d'une étrange clarté silencieuse, le sentiment qui n'arrive que lorsqu'un soupçon longtemps porté est enfin pleinement confirmé par l'expérience plutôt que par l'imagination.
Il s'était demandé, pendant des moments d'oisiveté au fil des ans, si les institutions qui géraient l'argent de gens comme lui traiteraient un inconnu ordinaire avec le même respect élémentaire qu'elles accordaient à un portefeuille de plusieurs centaines de millions de dollars. Ce matin, en moins de 15 minutes, il avait obtenu sa réponse, livrée simplement, sans prétention ni excuse, de la manière dont les réponses honnêtes arrivent généralement lorsque personne ne réalise qu'il est mis à l'épreuve. Personne à l'intérieur de la Sterling National Bank ne savait qui se trouvait à l'autre bout du fil. De l'autre côté de la ville, au 40e étage d'une tour de verre qui abritait l'un des consortiums d'investissement les plus privés du pays, une salle de conseil pleine de cadres était au milieu d'une revue trimestrielle lorsqu'un seul téléphone commença à vibrer doucement sur la table polie. La pièce se tut instantanément, comme une salle d'audience se tait lorsqu'un juge entre enfin. Des papiers furent posés sans bruit. Des chaises s'immobilisèrent en plein mouvement. Chaque personne assise à cette table reconnut le numéro brillant sur l'écran, et toutes se levèrent sans qu'on le leur demande. C'était une vieille habitude née d'années de respect discret. Un associé principal nommé Marcus Delaney répondit. Sa voix se tendit d'une urgence qui n'avait rien à voir avec la peur, et tout à voir avec la déférence. « Monsieur, dit-il prudemment, voulez-vous que nous transférions l'intégralité du portefeuille maintenant, avec effet immédiat ?» Il y eut une pause au bout du fil, sans hâte, presque légèrement amusé. « Pas encore, répondit Nolan d'une voix calme. « Attendez. » Marcus abaissa lentement le téléphone une fois l'appel terminé, et pendant un moment, toute la salle se contenta de le regarder, attendant des instructions qui n'étaient pas encore venues. Il leur dit seulement que quelque chose s'était passé au centre-ville, que le calendrier restait incertain et que chacun devait préparer discrètement, en arrière-plan, tous les documents nécessaires au retrait, prêts à agir dans l'heure si l'ordre finissait par arriver. Personne ne demanda de quelle banque il s'agissait. Personne n'en avait besoin. Il travaillait avec Nolan Ashford depuis assez longtemps pour comprendre que sa patience n'était pas de l'hésitation, mais du calcul. Une pause soigneuse destinée à voir si une institution se corrigerait avant qu'il ne décide définitivement de son sort. La revue trimestrielle reprit quelques minutes plus tard, même si chaque personne autour de cette table garda un œil sur son téléphone le reste de l'après-midi, s'attendant à moitié à recevoir le second appel qui mettrait fin à tout de façon permanente. De retour à la banque, Vivian remit droit son blazer dans la paroi miroir de l'ascenseur, satisfaite d'elle-même d'une façon qui lui semblait, du moins à elle, entièrement justifiée par tout ce sur quoi elle avait bâti sa carrière. Elle croyait, à cet instant, avoir protégé l'intégrité de son institution, avoir défendu un niveau d'exigence qui séparait la Sterling National Bank de concurrents moins prestigieux laissant n'importe qui franchir leur porte polie sans le contrôle approprié. Elle retourna dans son bureau en se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été de toute la matinée, fredonnant doucement en examinant son programme de l'après-midi, parfaitement inconsciente que, quelque part de l'autre côté de la ville, des mécanismes étaient déjà en train de se mettre en marche et allaient bientôt menacer tout ce qu'elle avait passé 15 ans à construire. Au 40e étage de l'autre tour, des appels étaient passés à une cadence rapide et feutrée. Des fichiers étaient extraits de serveurs sécurisés. Et dans l'heure, un courriel marqué urgent, dont l'objet serait austère et sans équivoque, arriverait directement dans la boîte de réception de la division de gestion de fortune de la Sterling National Bank. Un message qui bouleverserait le reste de l'après-midi. Le courriel arriva peu après 11 heures, signalé en rouge. Son objet était assez court et assez direct pour retenir l'attention, même dans un service habitué à l'urgence. Il demandait la confirmation immédiate d'une relation client au nom de Nolan Ashford. Au début, l'analyste qui l'ouvrit, une femme méticuleuse nommée Priya Malhotra, supposa qu'il s'agissait d'une erreur. Peut-être des dossiers confondus, peut-être une arnaque cherchant à obtenir des renseignements sous une identité inventée. Elle saisit malgré tout le nom dans la base de données interne, davantage par respect de la procédure que par véritable curiosité. Elle s'attendait à ne trouver qu'un résultat vide ou, au mieux, un modeste compte courant perdu quelque part dans les archives du système. Ce qui apparut à l'écran la fit lentement reculer dans son fauteuil, son café refroidi, oublié près du clavier. Ses yeux se plissèrent tandis qu'elle faisait défiler la page. Le compte était réel, tout à fait réel, ancien et discrètement entretenu depuis des années. Il était relié, par un labyrinthe complexe de sociétés de portefeuille, à des actifs couvrant des actions, des fonds d'investissement privés, de l'immobilier commercial réparti dans 3 États et des obligations municipales à long terme. Elle appela un collègue, certaine de mal lire, qu'une virgule ou un chiffre décimal avait été déplacé. Ensemble, ils suivirent les liens plus profondément, regardant les montants croître à mesure qu'ils retiraient avec soin chaque couche supplémentaire. La nouvelle se répandit dans le service sous forme de chuchotements serrés et incrédules avant de devenir la moindre annonce officielle. C'était le genre de nouvelle qui voyageait plus vite dans les couloirs et les embrasures de portes que n'importe quelle note de service formelle. Lorsque le responsable de la gestion de fortune, un homme posé nommé Gérald Okafor, s'assit pour compiler le rapport consolidé complet, ses mains n'étaient pas totalement stables sur le clavier. Le total, une fois chaque compte et chaque participation réunis en un seul chiffre stupéfiant,
atteignait 417 millions de dollars. Gérald porta lui-même le résumé imprimé au bureau de Vivian, plutôt que de confier une telle information à un courriel, car certains chiffres exigent d'être livrés face à face. Elle lut le montant 2 fois, persuadée qu'il devait s'agir d'une erreur administrative, d'une virgule mal placée, d'un bug qui aurait gonflé un compte ordinaire jusqu'à une fantaisie absurde et impossible ayant échappé à tous les garde-fous. Elle demanda à son assistante de sortir les images de sécurité de la matinée, s'attendant à moitié à voir une toute autre personne, un autre Nolan Ashford qui n'aurait eu aucun rapport avec l'homme silencieux à la veste délavée qu'elle avait personnellement fait expulser. À la place, les images montrèrent avec une clarté inconfortable exactement ce dont elle se souvenait. Un homme simple attendant patiemment au guichet. Il lui manque 7,43 dollars. Puis il acceptait calmement son exclusion sans un mot de protestation ni de plainte. Priya passa presque 1 heure au téléphone avec le family office qui gérait les avoirs de Nolan, parlant à une femme calme et sans précipitation nommée Elena Voss, qui répondit à chaque question avec la précision polie de quelqu'un ayant reçu des appels bien plus dramatiques que celui-ci. Elena confirma une à une les entités, les structures fiduciaires, les participations en capital investissement, la série de biens commerciaux détenus discrètement sous des noms ne ressemblant en rien à Nolan Ashford. Chacune était une couche construite non pour tromper, mais simplement pour protéger un homme qui avait appris, il y a longtemps, le coup épuisant d'être reconnu partout où il allait. Lorsque Priya raccrocha, ses mains tremblaient légèrement. Non par peur, mais devant l'ampleur de ce qu'elle venait de confirmer. Une fortune assez importante pour remodeler la destinée même de la banque qui avait refusé son propriétaire ce matin-là à cause de quelques pièces de monnaie. Au début de l'après-midi, une équipe d'audit complète avait été réunie dans une salle de conférence verrouillée au 14e étage. Elle examinait les chiffres avec le sérieux sombre de gens qui soupçonnaient déjà, au fond d'eux-mêmes, que la réponse ne serait pas rassurante. Chaque montant était exact, précis, sans la moindre anomalie dans toute la chaîne documentaire. Il n'y avait pas d'erreur, pas de dysfonctionnement, pas de confusion d'identité derrière laquelle se réfugier. La richesse de Nolan Ashford était parfaitement réelle, et plus étrange encore, presque aucun de ses biens n'avait jamais transité par un compte personnel à son nom. Ses actifs étaient administrés par un family office privé installé discrètement dans un bâtiment anonyme à 3 rues de là, structuré avec une précision qui ne suggérait pas la négligence, mais une discrétion délibérée et profondément réfléchie. Ses investissements dépassaient largement les frontières du pays, traversant les marchés du Canada, de Singapour et de la Suisse. Chaque élément était soigneusement séparé du suivant, chaque transaction passant par des canaux institutionnels plutôt que personnels, protégés par des couches de structures juridiques dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. C'est alors que les analystes comprirent enfin pourquoi la banque ne l'avait jamais identifié. Pourquoi aucune alerte ne s'était levée. Pourquoi aucun dirigeant ne l'avait traité autrement que comme un client ordinaire sans rendez-vous. Il avait passé des années à se rendre délibérément et méthodiquement invisible au système exactement comme celui-ci, bien avant l'humiliation de cette matinée, bien avant que Vivian Sterling ne pose les yeux sur lui. Vivian était assise seule dans son bureau tandis que les rapports continuaient de s'accumuler sur son bureau. Le chiffre de 417 millions de dollars tournait sans cesse dans son esprit comme une cloche qui refusait, quoi qu'elle fasse, de cesser de sonner. Pour la première fois depuis bien plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à une véritable peur. Non à cause de l'argent lui-même, même si l'argent comptait évidemment, mais à cause de ce que son apparition soudaine impliquait sur le jugement qu'elle avait exercé avec tant d'assurance, tant de légèreté, quelques heures seulement auparavant. Elle retournait encore cette pensée dans sa tête, cherchant toujours une version des événements qui la ferait paraître moins ridicule, lorsqu'une nouvelle alerte apparut sur l'écran de son assistante. Elle vit alors le sang quitter lentement son visage. Nolan Ashford venait de déposer une demande officielle pour commencer à retirer ses actifs de la Sterling National Bank, avec effet immédiat. Aucune explication n'était jointe. La nouvelle de la demande de retrait se répandit dans les étages supérieurs de la banque comme un feu trouvant du bois sec, prenant dans un bureau et sautant aussitôt, avidement, au suivant. Ces 417 millions de dollars n'appartenaient pas seulement à la Sterling National Bank sur le papier. Ils représentaient des années de stabilité discrète et fiable sur son bilan. Un nom murmuré avec approbation lors des réunions d'actionnaires, comme l'exemple du type de client à très haute valeur et à faible friction que l'institution se vantait de cultiver et de retenir par-dessus tout. Dès que la nouvelle atteignit le conseil d'administration, les téléphones de tout l'étage exécutif se mirent à sonner sans interruption. Des voix urgentes, l'une après l'autre, exigeaient des explications que personne ne possédait encore. Les principaux actionnaires voulaient des réponses immédiates, peu disposés à attendre tranquillement qu'un actif de cette taille menace de sortir par la porte d'entrée à cause d'un incident aussi petit qu'une opération au guichet. Un investisseur, Arthur Beaumont, homme habituellement doux qui siégeait au conseil depuis presque 20 ans, appela Harold Whitfield directement et lui demanda, avec une franchise inhabituelle,
Comment une institution fondée sur le jugement prudent avait pu échouer si complètement dans la seule compétence dont elle prétendait. Être maîtresse. Le simple fait de reconnaître la valeur. Harold n'avait pas de bonne réponse cet après-midi-là, seulement la promesse que l'affaire serait traitée personnellement et rapidement, une promesse qu'il entendait tenir quel qu'en soit le coût pour la femme assise à la tête de la table des opérations. Une réunion d'urgence fut convoquée dans l'heure. Les membres du conseil entrèrent dans la vaste salle de conférence avec l'urgence tendue et maîtrisée de personnes essayant désespérément de ne pas paraître aussi alarmées qu'elles l'étaient sous leurs apparences composées. La question dans l'esprit de chacun était simple et brutale dans sa simplicité. Qui avait mis en colère un client d'une telle importance? Et pourquoi personne dans cet immeuble ne l'avait-il reconnu avant qu'il ne soit beaucoup trop tard pour réparer les dégâts? Quelqu'un demanda presque immédiatement les images de sécurité du matin. Quelques minutes plus tard, toute la salle regardait la scène se dérouler sur le grand écran dans un lourd silence. La voix de Vivian, tranchante et certaine. Les agents de sécurité se rapprochant des deux côtés. Nolan Ashford se retournant calmement et s'éloignant sans un mot de protestation. Lorsque la vidéo prit fin, personne ne parla pendant un long moment inconfortable. Le silence en disait plus que n'importe quelle accusation formulée à voix haute. Le président du conseil, Harold Whitfield, homme mesuré aux cheveux gris qui avait passé 3 décennies à voir des fortunes se faire et se perdre dans des dizaines d'institutions, finit par rompre ce lourd silence. Il n'éleva pas la voix, car un homme comme Harold n'avait jamais besoin d'élever la voix pour être entendu distinctement par tous les présents. Il regarda Vivian droit dans les yeux, de l'autre côté de la longue table, et lui dit sur un ton ne laissant absolument aucune place à la négociation ni aux excuses qu'elle irait présenter elle-même ses excuses à Nolan Ashford, en personne, avant la fin de la journée. Ce n'était pas une demande, et chacun dans la salle le comprit ainsi. C'était peut-être la dernière chance de la banque de prouver qu'elle méritait de conserver ce qu'elle avait si négligemment, si inutilement, failli jeter ce matin-là. Vivian trouva Nolan plus tard dans l'après-midi dans un petit dîner près de la limite du centre-ville, un endroit aux banquettes de vinyle craquelées et au menu écrit à la craie qui n'avait pas changé depuis des années. Exactement le genre de lieu sans prétention qu'un homme comme lui choisirait sans y penser une seconde. Elle entra, toujours maîtrisée en surface, toujours impeccable dans son manteau ajusté, mais l'arrogance qui l'avait portée si sûrement durant la matinée s'était considérablement amincie, usée par des heures de réunion frénétiques et des questions de plus en plus inconfortables auxquelles elle ne pouvait répondre. Elle se glissa dans la banquette en face de lui et lui proposa, dans un langage prudent et répété, une voiture privée, une suite VIP réservée aux clients les plus estimés de la banque, ainsi que la suppression définitive de tous les frais de son compte, sans condition et sans la moindre question. Nolan l'écouta patiemment, les deux mains autour d'une tasse de café refroidie depuis longtemps. Lorsqu'elle eut enfin terminé son offre, il refusa simplement, poliment et sans la moindre mise en scène, chaque élément de celle-ci. Il la regarda longuement avant de reprendre. Sa voix était basse, mais indéniablement ferme. Elle ne contenait rien de la colère à laquelle elle s'était presque attendue, et qu'elle avait à moitié espéré entendre, car la colère aurait été plus facile à contrer que le calme. Il lui posa une seule question, une question pour laquelle elle ne s'était manifestement pas préparée. Une question qui traversait toutes les excuses répétées et toutes les offres élégantes qu'elle avait apportées dans ce dîner. « Pourquoi suis-je tout à coup assez bien pour la banque aujourd'hui ?» demanda-t-il simplement, alors que ce matin, je ne valais même pas assez pour couvrir 7,43 $. Vivian ouvrit la bouche pour répondre et découvrit, avec une horreur silencieuse, qu'aucun son n'en sortait. Il n'existait aucune version de la vérité qui ne l'humilia pas complètement. Aucune explication qui ne confirma pas exactement ce qu'il avait déjà compris d'elle et de son institution. Le silence entre eux s'étira, long et inconfortable, beaucoup plus lourd que tout ce qui aurait pu être dit à voix haute. C'est au cœur de ce long silence que Nolan décida enfin de s'expliquer, non parce qu'il lui devait une explication, mais parce qu'il sentit, pour la première fois de toute cette journée, qu'elle était peut-être réellement capable de l'entendre comme il le fallait. Il lui dit, d'une voix débarrassée de toute amertume, qu'il avait perdu presque tout après le décès de sa femme, des années auparavant, que le chagrin avait creusé sa vie jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de solide sous ses pieds. Il lui expliqua comment il s'était reconstruit lentement, ensuite une décision prudente après l'autre, choisissant les investissements patients et durables plutôt que les gains rapides et tapageurs, choisissant une discipline silencieuse plutôt que tout affichage public. Il lui dit qu'il gardait sa vie simple entièrement par choix, non par nécessité ou manque de moyens, mais comme un rappel constant et délibéré de l'endroit où il s'était autrefois trouvé, afin de ne jamais oublier ce que cela faisait de n'avoir absolument rien. Il expliqua également pourquoi il tenait à effectuer lui-même les opérations ordinaires au lieu d'envoyer l'un de ses assistants, pourquoi il attendait patiemment dans les files comme tout le monde et se laissait évaluer par des étrangers qui ignoraient qui il était réellement sous sa vieille veste. Il voulait savoir, honnêtement et sans illusion, comment une entreprise traitait quelqu'un qui semblait n'avoir rien à lui offrir.
Car c'était là, croyait-il fermement, la mesure la plus vraie du caractère réel d'une institution, bien plus honnête que n'importe quelle brochure brillante. Vivian l'écouta sans l'interrompre une seule fois. Quelque part au milieu de son explication calme et sans hâte, elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une chaleur inconnue et profondément indésirable monter lentement à son visage. Pour la première fois de sa longue carrière, elle eut véritablement, entièrement honte d'une décision qu'elle avait prise. Nolan ne haussa pas la voix en poursuivant, mais une nouvelle fermeté s'installait maintenant dans ses mots. Le son d'un homme qui avait déjà arrêté son choix sur quelque chose d'important bien avant de s'asseoir face à elle. Il ne s'intéressait pas au procès, lui dit-il clairement, et n'avait pas l'intention de raconter son histoire à la presse, ni de faire de l'échec de la banque ce matin-là un spectacle public. La vengeance ne l'attirait pas. Elle ne l'avait jamais attiré, pas même dans les années les plus sombres de son existence. Ce qu'il voulait à la place était plus modeste dans son ampleur, mais bien plus lourd dans ses conséquences durables. Quelque chose qui ne pourrait pas être résolu par la simple suppression de frais ou par une voiture privée envoyée poliment. À sa porte. Vivian lui demanda doucement, presque avec hésitation, ce qu'il faudrait réellement pour arranger les choses, consciente qu'elle ne parlait plus comme la directrice générale d'une grande banque, mais simplement comme une femme qui avait gravement mal jugé un autre être humain. Nolan fit tourner lentement sa tasse de café froid entre ses mains avant de répondre, prenant son temps d'une manière qui montrait clairement qu'il avait déjà soigneusement réfléchi à tout cela longtemps, avant qu'elle n'entre dans le dîner. L'argent ne réparerait rien, lui dit-il simplement, pas plus que des excuses adressées uniquement à lui dans une banquette tranquille où personne d'autre ne les verrait ni ne les entendrait. Il demanda 3 choses, les énonçant une à une, lentement et délibérément, observant son visage pendant qu'il parlait. Premièrement, chaque employé de la Sterling National Bank suivrait une nouvelle formation fondée sur un principe inébranlable. Aucun client ne serait jamais plus jugé selon les vêtements qu'il portait ou la voiture garée dehors au bord du trottoir. Deuxièmement, la politique qui classait et triait discrètement les clients selon leur apparence extérieure, le système même auquel Vivian avait fait une confiance si totale et si aveugle ce matin-là, serait entièrement démantelé, jusqu'aux racines, sans qu'il en reste rien. Troisièmement, la banque construirait de toutes pièces une politique authentique et applicable de service juste et égal, valable pour chaque personne qui franchirait ses portes, quel que soit le contenu de son portefeuille ce jour-là. Si ces conditions n'étaient pas entièrement remplies, lui dit-il sans menace mais avec une certitude absolue, ces 417 millions de dollars quitteraient définitivement la Sterling National Bank et n'y reviendraient en aucune circonstance. Lorsque Vivian rapporta les conditions au conseil plus tard dans la soirée, debout devant les mêmes personnes dans la salle de conférence où les images avaient été diffusées quelques heures plus tôt, il n'y eut aucun débat, aucune négociation, aucune tentative d'adoucir ou de repousser les termes qu'il avait fixés. Tous les membres acceptèrent immédiatement et à l'unanimité, parfaitement conscients que l'orgueil que l'institution pourrait perdre en se conformant à ses exigences serait infiniment moindre que ce qu'elle risquait de perdre pour toujours en refusant. Vivian elle-même se leva devant eux et fit ce qu'elle n'avait jamais fait une seule fois dans toute sa carrière à la Sterling National Bank. Elle assuma l'entière et complète responsabilité de ce qui s'était passé le matin même, sans excuse, sans rejeter la faute sur Daniel, les agents de sécurité ou même le système défaillant. Elle dit simplement et clairement que l'échec était le sien, né d'une certitude qu'elle n'avait jamais pensé à remettre en question en 15 ans. Et la salle l'écouta avec une forme de respect silencieux que son arrogance passée n'avait jamais réussi à lui faire gagner. 3 jours plus tard, Vivian convoqua une réunion réunissant chaque employé de la Sterling National Bank dans l'ensemble du réseau d'agences. Tous furent rassemblés dans la plus grande salle que le siège pouvait offrir, des rangées de chaises occupées par des caissiers, des directeurs et des cadres installés épaule contre épaule pour la première fois de l'histoire de l'entreprise. Elle se tint devant eux tous et, sans notes serrées dans ses mains, sans adoucir le moindre mot pour son propre confort, elle présenta publiquement et directement ses excuses à Nolan Ashford. Il avait accepté, après quelques paroles discrètes de persuasion de la part de Harold Whitfield lui-même, d'être présent dans la salle ce jour-là. Devant tous les employés réunis, Vivian admit qu'elle avait évalué la valeur d'un homme à sa veste, à sa vieille montre et à son camion délavé, et qu'en agissant ainsi, elle avait trahi l'institution qu'elle avait juré de protéger et de représenter des années auparavant. Elle ne demanda le pardon de personne dans cette salle. Elle énonça simplement la vérité et la laissa là, sans lorgner. Devant toutes les personnes qui l'avaient jadis considérée comme un exemple inébranlable de certitude et de maîtrise, Danielle était assise ce jour-là vers le fond de la salle, les mains tordues sur ses genoux en écoutant. Lorsque la réunion prit enfin fin, elle trouva assez de courage pour s'approcher de Nolan près de la porte. Elle lui dit à voix basse qu'elle n'avait jamais oublié le son de sa voix prononçant « merci », qu'il lui était resté en mémoire chaque soir depuis lors et qu'elle regrettait le petit rôle qu'elle avait joué ce matin-là en regardant vers la femme qui allait décider de son sort. Nolan la regarda longuement, et quelque chose dans son expression s'adoucit considérablement.
C'était la même chaleur tranquille qu'il n'avait montrée à personne d'autre dans cette salle de toute la journée. Il lui dit qu'elle n'avait absolument rien fait de mal, qu'elle était simplement une jeune femme accomplissant son travail dans un système bâti bien avant son arrivée, et que l'échec ne lui avait jamais appartenu. Cet échange fut bref, moins d'une minute, mais pour beaucoup de personnes qui observaient à proximité, il fut le premier signe qu'un changement réel et durable avait effectivement commencé à se produire à l'intérieur de cet immeuble. Dans les semaines qui suivirent cette difficile réunion, la Sterling National Bank se reconstruisit progressivement de l'intérieur vers l'extérieur, agence après agence, service après service. De nouvelles normes de service furent soigneusement rédigées et distribuées à chaque établissement, explicites dans leur refus de laisser l'apparence extérieure dicter la façon dont un client devait être traité au guichet. L'ancien système de classement, cette architecture silencieuse d'hypothèses qui avait façonné le jugement de Vivian pendant tant d'années sans qu'elle remarque son emprise, fut entièrement démantelée et remplacée par quelque chose de beaucoup plus simple. Une seule règle, que chaque employé devait suivre sans exception et sans échappatoire. Traiter chaque personne franchissant cette porte comme si elle pouvait être le client le plus important que la banque ait jamais eu. Car on ne le sait jamais vraiment avec certitude avant qu'il ne soit trop tard pour réparer les dégâts causés par une mauvaise supposition. Nolan choisit finalement de conserver l'intégralité de sa fortune à la Sterling National Bank. Et ce ne fut pas seulement l'excuse qui le convainquit de rester. Aussi sincère qu'elle l'ait été, ce furent les mois de changements constants et discrets qui suivirent les excuses publiques, la preuve que la banque n'avait pas simplement joué le remords pour son bénéfice avant de retourner tranquillement à ses anciennes habitudes une fois la crise passée. Il observa à une distance prudente les nouvelles règles s'enraciner peu à peu dans chaque agence, les nouveaux employés être formés selon le système révisé dès leur premier jour, l'institution devenir progressivement quelque chose de plus proche de ce qu'elle avait toujours prétendu être dans ses brochures élégantes. La confiance, il l'avait appris depuis longtemps durant les années les plus dures de sa vie, ne se donnait jamais en échange de mots seuls. Elle se gagnait, patiemment et délibérément, par des actes maintenus dans le temps réel. Dans les mois qui suivirent, Vivian se surprit, plus souvent qu'elle ne l'aurait jamais admis à quiconque au conseil, à s'arrêter au petit dîner à la limite du centre-ville lors de calmes soirs de semaine, se disant que l'endroit était simplement pratique sur le chemin du retour. Plus d'une fois, elle y trouva également Nolan, installé dans la même banquette de vinyle craquelé, un dossier de documents étalé devant lui. Plus d'une fois, il lui fit signe de venir sans dire un mot, faisant glisser une seconde tasse de café sur la table avant même qu'elle ait eu le temps de la demander. Leur conversation ne portait jamais sur l'argent ni sur la banque. Ils parlaient plutôt de petites choses, ce genre de conversations ordinaires qui n'ont rien à prouver et rien à vendre. Et quelque part, au cours de ces soirées tranquilles, quelque chose de doux et de totalement imprévu commença à prendre racine entre deux personnes qui s'étaient rencontrées dans les pires circonstances possibles. Ni l'un ni l'autre ne précipita les choses. Aucun d'eux ne donna un nom à ce lien, préférant le laisser grandir lentement, de la manière dont Nolan avait appris tant d'années auparavant que les choses les plus vraies de la vie grandissaient toujours. Le dernier soir de ce long automne gris, Vivian se tenait près des hautes fenêtres du hall principal de la banque et regardait Nolan Ashford sortir par les mêmes portes vitrées dont les agents de sécurité l'avaient autrefois escorté, dans la honte, quelques mois plus tôt. La pluie était revenue ce soir-là, douce et régulière, traçant de fines lignes d'argent sur la vitre. Son vieux camion attendait patiemment le long du trottoir, exactement là où il se trouvait toujours, discret et fidèle, sa peinture toujours pâlie jusqu'à la couleur d'un café trop clair. Il ne regarda pas derrière lui en s'éloignant de l'immeuble, car il n'avait plus besoin de regarder en arrière. Cette fois, pourtant, quelque chose dans le hall avait entièrement changé. Chaque employé qui pouvait le voir, du caissier le plus récemment arrivé au personnel le plus expérimenté, se rassembla près de l'entrée, se leva calmement et inclina la tête dans un geste simple et silencieux de respect. Ils honoraient le même homme qu'ils avaient écarté quelques mois auparavant, le jugeant indigne de leur temps ou de leur attention. Vivian le regarda partir, parfaitement immobile près de la fenêtre, et dans cet instant silencieux, elle comprit une vérité qu'elle porterait pour le reste de sa carrière, une vérité bien plus lourde que tout bilan ou rapport aux actionnaires ne pourrait jamais contenir. La valeur d'une personne ne se mesurait jamais à ce qu'elle avait dans son portefeuille un matin donné. Elle se mesurait plutôt à la dignité tranquille à laquelle elle choisissait de rester fidèle, année après année difficile, lorsque personne ne la regardait et que rien, dans l'instant, ne l'exigeait d'elle. Alors que le vieux camion s'éloignait lentement du trottoir et disparaissait dans la pluie grise d'automne, les lumières chaudes de la banque restaient allumées derrière lui. Elles formaient le petit symbole, durement gagné, d'une leçon qui avait enfin été réellement comprise par tous ceux qui se trouvaient dans cet immeuble. Des années plus tard, longtemps après que l'histoire de ce matin d'automne, se fut réduite à une vieille anecdote racontée à voix basse par les employés de longue date lors des sessions de formation, le cadre exigé par Nolan était toujours entièrement en place, inchangé, sans compromis,
mise à l'épreuve avec chaque nouvelle recrue qui franchissait les portes de la Sterling National Bank. Les nouveaux caissiers entendaient l'histoire dès leur première semaine, non comme une légende ou une exagération, mais comme un fait simple et documenté. Le montant exact de 7,43 $ était imprimé en haut de la première page de leur manuel de formation. Il leur servait de rappel permanent qu'un jugement formé en un instant pouvait défaire tout ce qui avait été bâti au cours d'une vie et que le véritable test de toute institution n'était jamais la manière dont elle traitait le client capable de la récompenser, mais celle dont elle traitait l'inconnu qui, à ce que chacun pouvait voir, n'avait absolument rien à offrir en retour. Nolan ne parla jamais publiquement de ce qui s'était passé cet automne-là. Il ne donna jamais d'interview et n'autorisa jamais que son nom soit attaché à cette histoire dans une capacité officielle autre que les changements de politique discrets qu'il avait demandés. Il continua d'entrer dans des lieux ordinaires vêtus de vêtements ordinaires, continua de conduire le même camion délavé longtemps après que ses amis et conseillers lui eurent suggéré gentiment de le remplacer enfin. Il continua aussi de croire, avec la même fermeté, que la mesure d'une vie ne se trouvait pas dans ce qu'une personne accumulait, mais dans ce qu'elle refusait de laisser cette accumulation changer de ce qu'elle était déjà. Quelque part dans ce refus tranquille, dans cette insistance tenace et patiente à rester exactement lui-même, quelle que soit l'ampleur de sa fortune, se trouvait toute la vérité de la leçon que la Sterling National Bank avait si failli ne pas apprendre à temps.